téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Régine Pratou, une Française qui vit en Égypte depuis maintenant 38 ans. Madame Pratou est une conseillère auprès des Français à l'étranger et aujourd'hui, elle va nous parler non seulement de son séjour en Égypte et également de son esprit d'aventurière, mais également du rôle d'élu pour les Français à l'étranger. Cet élu qui, selon elle, doit retransmettre les expériences et également les connaissances. Madame Régine Pratou, ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'être là pour découvrir votre parcours et également les points marquants de votre vie. Honorée d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, Madame Pratou, vous êtes conseillère auprès des Français à l'étranger, élue par les Français, et vous vivez ici en Égypte depuis presque 38 ans. Mais pour découvrir toutes les facettes de votre vie, je voudrais commencer avec la période de l'enfance, cette période qui peut marquer la vie de l'être humain pour toujours. Quels sont vos souvenirs ? J'ai eu une belle enfance, j'étais dans un village de l'Isère, j'ai eu 2 frères, plus jeunes que moi, et j'ai eu la chance d'étudier, j'ai fait un BTS tourisme, et il fallait parler l'anglais, donc j'avais une excellente prof d'anglais qui est venue voir mon papa et qui lui a dit qu'il faudrait l'envoyer en Angleterre pour au pair. Et le papa a accepté et j'ai eu cette chance à l'époque de pouvoir déjà voyager. Et puis avec le BTS Tourisme, j'ai travaillé à Nouvelles Frontières. Donc j'ai commencé jeune, à 21 ans, quelque chose comme ça, 20 ans, 21 ans. Et voilà, j'ai voyagé le monde jusqu'à ce que j'arrive en Égypte. Vous étiez très jeune quand vous êtes venu s'installer en Égypte. Je voudrais savoir comment vous avez eu cette idée et comment vous l'avez réalisée. Alors c'est très simple, j'étais donc dans les voyages, j'ai eu une société française qui voulait absolument voyager en Égypte, toute la société voulait voyager, mais ils m'ont dit on veut bien aller, mais à une condition que vous soyez avec nous, parce qu'on sait que c'est quand même artisanal, c'était en 78, 80, quelque chose comme ça, c'est quand même assez artisanal au niveau organisation, et si vous venez avec nous, on y va. Donc, évidemment, je ne voulais pas rater cette affaire-là. Je suis venue et j'ai adoré. Je suis venue voir un ami qui avait été muté ici. Il était à Lyon auparavant. Et il m'a dit, quand on a traversé la route, il m'a dit « Tu es déjà venu là ?» J'ai dit « Non, je ne suis jamais venu là. » Il me dit « Mais tu traverses la route comme nous, voilà. » Alors que les touristes ne savent pas traverser la route. C'était entre Talatarbe et le musée. Oh mon Dieu, en plein centre-ville. En plein centre-ville. Et moi, j'ai traversé sans aucun problème. Et il m'a dit, mais toi, tu es déjà venu là. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir déjà vécu là. J'ai aimé votre pays en un week-end. Ravie de vous avoir parmi nous en Égypte, bien sûr, mais quand même l'idée de venir s'installer en Égypte, et à l'époque, j'estimais que vous ne parliez pas l'arabe. Bon, ça peut être un peu difficile au début. Parlez-moi un peu de cette période et comment vous avez su bien s'installer en Égypte. Vous m'avez beaucoup aidé. Les Égyptiens m'ont beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir des associés, des amis, de tomber sur les bonnes personnes dès le début. Bien sûr, je voulais partir avant au Kenya parce que j'avais une amie qui vendait son agence et je voulais lui reprendre. J'étais basée à Mombasa et il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de communication entre Mombasa et Nairobi. Donc j'ai appris à piloter à Lyon, à l'aéroport de Lyon-Bron. Et puis je suis venue en Égypte après. Et là je me suis dit,
il y a quand même beaucoup de tourisme de masse à faire. Et c'est dommage, le tourisme de masse n'existait pas. Moi, je suis arrivée, il y avait 2 bateaux qui étaient sur le Nil, il n'y avait rien d'autre. Les hôtels, il y en avait très très peu. Donc il y avait tout à faire, tout à créer, tout à développer. Et vous m'avez aidé. J'ai eu les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Les premières années en Égypte, comment vous êtes installé ici, les premiers pas professionnels, alors vous ne maîtrisez pas l'arabe, vous parlez l'anglais. Parlez-moi un peu de cette période. Et l'italien. Et l'italien. Voilà. Il fallait aller voir les bateaux. Il fallait aller voir les hôtels parce qu'à l'époque, il n'y avait pas déjà de téléphone portable, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Donc il fallait aller en Haute-Égypte pour aller voir les bateaux qu'on affrétait pour nos touristes. Il fallait aller voir les hôtels, leur faire signer les réservations. Parce qu'il n'y avait pas non plus d'ordinateur où les gens pouvaient signer un document, c'était pas possible. Donc il fallait se déplacer. Et je me suis beaucoup déplacée au début. Donc j'ai connu énormément de gens, j'ai connu énormément de prestataires, un petit peu dans tous les coins. Je suis même allée à Siwa, j'allais dans le Sinaï, je connaissais le Sinaï par cœur. On faisait des randonnées dans le Sinaï, on couchait chez les Bédouins. Je veux dire, on a vraiment fait des choses extraordinaires ici. À l'époque, il n'y avait pas de piste dans le désert. C'était vraiment les points GPS ou les Bédouins. Qui nous guidaient. Donc j'ai vraiment découvert l'Égypte, comment vous dire, c'était l'Égypte, toute l'humanité, toute la culture, était à mes pieds. Vous m'avez offert énormément, vous m'avez tout donné. Également, vous êtes arrivé en Égypte très jeune et j'estime que vous étiez à cette époque-là célibataire, mais après, vous avez fondé une famille. Je voudrais savoir, vous l'avez fait ici en Égypte ou en France? Non, ça s'est fait ici. J'ai rencontré mon mari italien ici. C'était un ingénieur en électromécanique mais il m'a fait 2 beaux enfants. Un, Jonathan, qui est pilote. Parce qu'évidemment, avec une maman qui pilotait, il était tout petit dans mon avion, enfin dans l'avion du club, c'était pas mon avion. Mais et puis dès 14 ans, il aimait déjà piloter, il aimait l'aviation. Donc ça a été facile pour lui. Donc voilà pour Jonathan et Elena. Alors les 2 parlent couramment, écrivent et lisent l'arabe sans aucun problème. Moi, j'ai jamais vraiment eu le temps de l'apprendre. Je parle l'arabe de la rue, mais j'ai jamais eu vraiment le temps de l'apprendre. Par contre, mes enfants, oui, ils sont allés jusqu'au bout et ils le parlent parfaitement bien, sans aucun. Ils cherchent pas les mots, ça, je veux dire. Au fur et à mesure de votre séjour ici en Égypte, vous avez connu plein de succès et de réussites. Également, il existe une autre facette de votre vie, c'est le côté caritatif ou également dédié à la société. Avant de passer à ce côté ou cette facette de votre vie, je voudrais savoir, selon vous, quels sont les points marquants de votre carrière. J'étais très insouciante à l'époque parce que tout m'avait réussi. J'avais une carrière dans le tourisme qui fonctionnait parfaitement bien. Les gens me connaissaient, me faisaient confiance. Et puis, une dame est venue me chercher. Elle a été mariée à un pilote du canal. Elle est restée, ça doit faire au moins 60 ans qu'elle est ici, elle est encore là. Et elle est venue me chercher en 2003, elle m'a dit voilà, on va passer aux élections et on aurait besoin de quelqu'un comme toi qui peut nous aider au niveau caritatif. On a besoin d'organiser des choses pour
les plus démunis. Pourquoi pas? Moi, j'étais déjà dans les couloirs, on va dire, du consulat, de l'ambassade, quand ils avaient besoin de moi pour des gens qui ne pouvaient pas se payer un billet d'avion parce qu'ils étaient malades ou parce que malheureusement la vie leur avait pas autant souri qu'à moi. Je les prenais dans nos avions et on les expédiait, on les envoyait en France gratuitement. Donc j'étais déjà dans le circuit, on va dire. Et puis cette idée de travailler avec cette dame qui s'appelle Renée Blandin, qui est très connue dans la communauté française, elle m'apportait énormément. Vous savez, vous avez des gens, quand vous vous asseyez à côté d'eux, ils vous enrichissent. Et elle m'a enrichi. Donc j'ai dit oui. On est parti, on a gagné. Et on a fait en 2004, parce qu'on a vu un petit peu des mamans françaises un petit peu dans d'énormes difficultés. Et on a fait cette banque alimentaire. Et la banque alimentaire, en fait, c'est une loi, l'association loi de 1901, et elle nous permet d'aller chercher un petit peu de l'argent chez les plus généreux. Et dernièrement, ça a été monsieur Olivier Dassault, à Paris, qui est député, et qui nous a offert un certain montant, bon, c'était 5 000. Madame Régine Prato, avant de passer à ce côté de travail pour la société ou caritatif, je voudrais parler un peu des responsabilités ou du rôle d'un élu pour les Français à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez offrir ou quels sont les services que vous attribuez à ces Français? Alors, déjà, on représente la communauté française auprès de nos administrations, alors ambassade, consulat, ministère des Affaires étrangères, etc. On participe à tous les conseils consulaires pour les lycées, par exemple, les bourses scolaires, les conseils d'établissement, pour voir un petit peu la vie à l'intérieur des lycées, pour être en lien direct avec tous les problèmes qu'ils peuvent... Parce qu'un lycée, c'est une entreprise. Donc, pour savoir un petit peu tout ce qui s'y passe, et puis pouvoir les aider quand ils ont besoin. Donc, interpeller les ministères en France, ou les ministres même directement. Et puis, c'est aussi les CCPAS, c'est le Conseil consulaire pour l'aide sociale. Donc, c'est venir en aide aux personnes âgées et puis aux handicapés français et à tous ceux qui peuvent avoir besoin de nous. On assiste aussi à tout ce qui est sécurité. Donc, on a un conseil consulaire qui est pour la sécurité. Moi-même, je suis chef d'îlot, c'est-à-dire que j'ai tout un quartier de Mahadi. Si toutefois il arrive quelque chose dans le pays, il est déjà arrivé des choses. À ce moment-là, on est en contact avec notre communauté. C'est-à-dire qu'on a un quartier défini. On n'a pas toute l'Égypte. Ça veut dire s'il y a un cas hors le Caire, en Haute-Égypte ou au Delta par exemple, vous ne faites pas le déplacement, il y a d'autres personnes qui s'en chargent. Alors oui, il y a des îlotiers, il y a aussi des consuls honoraires qui sont à Charmes, qui sont à Hurghada, qui sont à Luxor. On a un consulat à Alexandrie, donc bon, il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'il y a à peu près, on va dire 500 Français à Alexandrie, à peu près. Donc là, il y a une consul générale qui s'occupe, ou un consul général qui s'occupe donc de sa communauté, et qui nous transmet les problèmes quand il y en a. Donc si il faut aider une famille, on va le faire. Voilà, donc, et moi en plus, j'ai la charge de les représenter à Paris, au ministère. Donc j'y vais 2 fois par an. Et puis là, je suis responsable d'une commission, présidente d'une commission pour la sécurité des personnes et des biens. Et là, on essaye de trouver encore des aides pour les Français. Donc, on essaye de faire passer une loi là maintenant pour créer un fonds de solidarité pour les Français de l'étranger. On essaye aussi d'avoir toutes sortes d'aides pour nos communautés à l'étranger, c'est-à-dire des assurances, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer dans les pays et qui n'ont pas d'assurance. Et alors quand il arrive quelque chose de grave, un accident, une maladie grave, où il faut aller à l'hôpital, eh ben, ici les soins coûtent cher. Donc
on est obligé de leur trouver des systèmes pour pouvoir payer les hôpitaux. Madame Pratou, en vous écoutant, je peux deviner que à la fois vous êtes une femme tendre et forte. Et ça se reflète également à travers vos relations avec les Égyptiens, à travers plusieurs facettes. Parlez-moi un peu de cette relation étroite avec les Égyptiens à travers votre vie ici. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé avec Madame Radawali, qui était ministre pour la solidarité, donc des affaires sociales et solidarité. Elle m'a beaucoup aidée aussi, elle m'a fait comprendre un petit peu comment fonctionnait tout ça. Et à partir du moment où on est déclaré, à partir du moment où on a des projets, elle nous recevait très facilement et on a pu refaire par exemple l'électricité de l'hôpital 57-357, voilà. On a pu faire des puits d'eau potable dans des petits villages de Haute-Égypte. On arrive à rassembler un petit peu tous les gens dont on a besoin dans la communauté française pour pouvoir aider notre pays hôte. Donc on fait aussi, on a refait un orphelinat à c'est à Kalioubeya, dans le gouvernorat de Kalioubeya, un puits d'eau potable, c'était Manchaet El Bedari, c'est des endroits que vous ne connaissez pas et que moi j'étais fière de découvrir. Et que j'étais tellement fière d'aider, surtout. Et l'ambassadeur est venu voir ça, et il a dit, vous leur avez apporté la vie. Et c'est vrai que c'est resté. C'est vrai que sans eau, il y a énormément de difficultés dans ces villages-là. Et voilà ce qu'on peut faire pour... Là, on est en train de faire une collecte de lunettes. Des lunettes usagées, des étuis usagés, parce que vous avez beaucoup d'orphelinats, vous avez beaucoup de maisons pour les personnes âgées, vous avez aussi des endroits, des établissements pour handicapés, et ces gens-là n'ont pas beaucoup d'argent pour s'acheter des lunettes. Donc nous, on récolte des lunettes dans toutes les écoles, tous les élèves s'y sont mis. Pourquoi? Parce que on a à peu près 70% d'occupation de nos lycées par des Égyptiens. Qui ont des parents déjà qui peuvent payer des scolarités, et puis qui ne se rendent pas toujours compte qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes moyens. Donc on va les emmener au ministère de la Solidarité, où ils pourront remettre ces dons, et je pense que là, ils vont se rendre compte de l'importance de la solidarité. Voilà. Après toutes ces années, 38 ans en Égypte, comment vous voyez-vous l'Égypte aujourd'hui? Comment l'Égypte a-t-elle évolué selon vous? Elle a énormément évolué. Depuis 82, elle a énormément évolué. Je veux dire, maintenant, Internet, vous n'êtes plus coupé du monde, vous êtes... nous non plus d'ailleurs, parce qu'on l'était. Au début, il n'y avait pas tous ces charters, il n'y avait pas toutes ces liaisons aériennes, donc l'avion était cher, on ne pouvait pas rentrer comme on voulait, il n'y avait pas de Skype, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Donc ça a énormément évolué. Et puis, je pense que ça continue énormément. Avant, il fallait, je sais pas, 8 heures pour arriver à Charmes, il fallait 4 heures pour arriver à Alexandrie en voiture. Maintenant, c'est plus le cas. Vous avez des autoroutes qui sont magnifiques. Sorna, on appelait ça la route des pierres, parce qu'on cassait souvent les pare-brises. On avait les camions qui nous balançaient les pierres sur la route. La route était étroite. Je veux dire, regardez maintenant, la route pour aller à Sorna, c'est bien mieux qu'en Europe, dans certains pays d'Europe. Donc non, vous avez énormément évolué, vous évoluez encore.
Ça nous mène à parler de la femme égyptienne. Vous avez mentionné qu'elle est comme une reine, mais également c'est une femme forte qui se bat pour la vie. Elle adore ses enfants, elle adore sa famille, elle va aimer construire. Et moi, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les femmes égyptiennes. Voilà. Alors, Madame Prato, vous avez visité l'Égypte du haut en bas, de l'est à l'ouest, partout. J'aimerais savoir, quand il y a un moment de détente ou d'évasion, vous aimez aller où? Où vous aimez passer vos vacances en Égypte? Assouan. Pourquoi? C'est très calme, le Nil est magnifique. Les gens vous regardent même pas, ils vous laissent, et ils vous accueillent tellement gentiment quand vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez aller visiter le souk le jour, la nuit, il ne va rien vous arriver, ils vous protègent. Moi, j'ai l'impression que voilà, je suis protégée à Assouan. Pas pareil à Charmes, ça s'est énormément développé. Et évidemment, vous avez tous les magasins, c'est plus international, voilà. Assouan, ils sont arrivés à préserver ce côté humain, ce côté touristique, mais pour moi, c'est du tourisme de luxe. Hein, parce qu'il y a toute l'attention. On vous donne toute l'attention dont vous avez besoin. Et si on passe à la cuisine égyptienne, quels sont vos plats préférés? Ouh, la molokhia, j'adore. Chaque fois que je vais chez quelqu'un et qu'il me demande qu'est-ce que tu veux, tu voudrais qu'on te fasse, c'est la molokhia. Molokhia au riz ou au pain? Non, riz. Et puis c'est aussi les bamias, j'adore les bamias. À la tomate. Voilà, je m'adapte très bien. Je me souviens avoir mangé du koshari pratiquement tous les jours quand j'étais jeune et qu'il n'y avait rien, à part le koshari dans la rue, on n'avait rien d'autre. Maintenant, vous avez toutes sortes de gens qui vous apportent votre déjeuner ou votre dîner chez vous. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc on avait les marchands dans la rue qui nous vendaient le koshari dans les sacs en plastique. On faisait un trou dedans et on mangeait. Voilà. Et également, je voudrais savoir, en contemplant votre vie aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets, peut-être une nostalgie pour ne pas vivre pour toujours en France? Jamais eu de regrets. J'ai demandé à mes enfants, je leur ai dit, vous savez, même quand on fait 5-6 enfants, on est maman une fois. On élève tous les enfants de la même façon. J'ai dit, peut-être que j'ai oublié quelque chose, peut-être que je vous ai pas donné assez, peut-être... Et ils m'ont dit, maman, tu nous as fait connaître une autre culture, une autre langue, un autre pays. Ça, on ne pouvait pas rêver de mieux. Je voudrais également savoir, avant de terminer notre programme, qui est le modèle de femme qui vous inspire? Le modèle de femme, alors déjà, toutes les femmes qui se battent, toutes les femmes qui se lèvent, toutes les femmes qui défendent les autres. Ça, c'est déjà un modèle de femme pour moi. Mais il y en a une, c'est vrai, française, Simone Veil. Elle a tellement fait pour la femme. Et puis, elle a énormément souffert dans son enfance, évidemment, puisque elle était à Auschwitz. Elle s'en est sortie et elle s'est toujours battue jusqu'à la mort. Pour les femmes, et c'est un idéal, vraiment, pour moi, c'est un modèle. Madame Régine Prato, ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir découvert toutes les facettes de votre vie, vos réussites, votre esprit d'aventurière et votre amour pour l'Égypte. Merci. Et je suis encore là, j'espère que je vais pouvoir vous aider, je serai honorée de pouvoir vous aider. Je crois que l'Égypte m'a envoûtée pour la vie. Voilà, je suis avec vous, pour le reste de mes jours. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Régine Prato. Madame Régine Prato est en Égypte depuis 38 ans.
une Française qui est également conseillère pour les Français à l'étranger. C'est une femme qui a réussi à faire l'amalgame d'amour de deux pays, de deux civilisations, la France et l'Égypte. Merci pour votre attention et à la prochaine avec un nouveau modèle de femme qui a très bien réussi sa vie à travers Au Féminin.